Bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Le podcast qui réveille le meilleur en vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Aujourd'hui, on va donc parler d'un thème que vous avez choisi il y a quelques mois. C'était comment choisir un praticien, le bon praticien pour soi. Et je vous propose qu'on demande d'abord cette question à Manon. Comment est-ce que tu as choisi tes praticiens? Qu'est-ce qui t'a attiré peut-être dans le discours de telle personne plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait tu as choisi la personne notamment que tu vas voir aujourd'hui? Alors déjà, j'ai pas trouvé cette personne directement. Je suis passée par plusieurs étapes. On va dire que je suis pas tombée, j'ai pas eu de mauvaises expériences en tant que telles, plus des pratiques et des propositions qui m'ont plu et parlé à certains moments, et puis après d'autres moins. Et donc voilà, ça m'a amenée à changer, à aller chercher d'autres choses à d'autres moments. Donc là, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que tu as testé plusieurs personnes avant de trouver la bonne personne pour toi? Oui, en quelque sorte. Même si les personnes que j'ai vues avant, c'était pas forcément des... Enfin, d'ailleurs, j'ai pas non plus consulté 50 000 praticiens, hein, il y en a 3. Mais les praticiens que j'ai consultés avant, c'était pas nécessairement des mauvaises personnes, ou des mauvaises pratiques ou quoi que ce soit. Hein. Donc, j'ai pas changé pour ces raisons-là. J'ai juste changé parce que la proposition, à un moment donné, me plaisait moins ou pour d'autres raisons logistiques. Comment j'ai choisi? Alors déjà, la première personne que j'ai choisie, je l'ai choisie un peu dans l'urgence, parce que c'était dans une période où vraiment ça allait pas bien du tout pour moi. Donc en fait, c'était un peu en mode, ok, là il me faut de l'aide. Donc j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai été sur Google et je me suis tournée en premier lieu vers la psychologie classique. Ouais. Donc je pense que c'est le type de praticien peut-être qui vient à l'idée en premier lieu quand on cherche quelqu'un. C'est le classique, les psys. Voilà. Tout le monde ouvre par ça au départ parce que ça aide à délier l'émotionnel et puis ça fait moins peur peut-être que d'autres choses parce que c'est connu. C'est connu, mais bon, pour autant, la démarche, voilà, pour moi, elle n'a pas été simple au départ. Ça faisait un moment que je me disais, j'aurais peut-être besoin d'un soutien d'un point de vue émotionnel et je ne trouve pas le mot. Et dans des réponses à des questions? Ouais, besoin de compréhension. Ouais, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas bien. Oui, j'avais besoin d'un soutien un peu thérapeutique, quoi. Mais j'ai quand même attendu le dernier moment. Donc le premier choix, il était fait un peu effectivement dans l'urgence. Il n'empêche que j'ai quand même pas mal fouillé sur Internet avant de trouver entre guillemets quelqu'un qui me donnait confiance déjà juste par son discours en vitrine, quoi. Carrément. Donc je dirais que la première chose auquel on a accès, c'est quand même ça, c'est le site internet de la personne, son compte Instagram si elle en a un, même si c'est pas nécessairement courant, si on va avoir des personnes un peu plus âgées. Je dirais des personnes de notre génération ont maintenant Instagram et nourrissent un peu ce genre de réseau, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc bon, parfois t'as pas trop d'infos, mais bon. Tu fais partie donc des gens qui lisent les sites. Moi déjà, bêtement, je sais que c'est pas forcément à prendre pour argent comptant, mais bêtement, le premier truc que je regarde, c'est les avis et le nombre d'avis. Clairement. Le nombre de bons avis au regard du nombre d'avis global. S'il y a 5 étoiles et qu'il y a que 2 avis, bon, on sait, toi et moi, que ça peut être le voisin, la copine, voilà. Donc quand il commence à y avoir, je sais pas, une 50aine de bons retours, je me dis que quand même, ça donne déjà un bon aperçu. Après, c'est 50 bons retours de personnes qui sont pas moi. Bien sûr. Peut-être que ça peut convenir à ces 50 personnes-là et pas à moi. Mais bon, déjà, j'avoue que c'est le premier truc que je regarde. Puis après, les sites internet, la manière dont les gens présentent leurs pratiques et ce qu'ils proposent. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je me suis rendu compte avec les années de taf que les gens lisaient pas nécessairement ce que j'écrivais. Et je me dis, en fait, alors, ça dépend si tu viens pour une séance one shot comme ça, en massage ou un truc qui est pas hyper engageant. Bon,
c'est peut-être pas hyper important de tout connaître sur la personne, d'accord, mais je pense que quand tu viens voir quelqu'un pour être suivi, accompagné, c'est quand même intéressant de regarder les textes qui sont écrits, proposés, pour avoir une meilleure idée de l'énergie, un peu de la vibration de la personne, de comment elle pense, etc. Donc c'est... Oui, puis même, pour le coup, moi, j'avais jamais consulté du tout et ça me rassurait de lire, il y a beaucoup de praticiens qui font ça. Comment se déroule une séance? Qu'est-ce qu'on y fait? Ça m'a beaucoup rassurée au départ parce que j'y allais pas non plus à l'aveugle, quoi. Je savais un peu à quoi m'attendre. Donc, effectivement, cette première praticienne, c'était full sur Internet. Elle faisait de l'hypnose aussi, non? Oui, mais je t'avoue que c'est pas ce qui m'a au départ attirée. J'y allais surtout pour des séances de psychologie classique et elle m'a proposé de l'hypnose en parlant après au cours des séances. Et est-ce que là, juste peut-être pour des gens qui peuvent nous écouter, qui sont jamais allés voir de psy, qui ont jamais fait d'hypnose, tu peux nous faire un petit retour sur ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça a permis de peut-être commencer à construire à l'intérieur ou au contraire à déconstruire? La psychologie, je trouve que c'est bien parce que ça permet de vider son sac. Ça permet, voilà, verbalement de dire ok, allez, je décharge, je vide mon sac et je pose ça là. Moi j'avais quelqu'un en face qui me posait des questions en retour, donc ça amène quand même à réfléchir et ça amène à questionner aussi la manière dont nous on perçoit les choses et dont on réfléchit. Mais pour moi ça a été assez limité. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, pardon, mais bla, j'avais l'impression de tourner en rond et en plus, je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses et du coup, ça alimentait un peu mon blabla interne. Ouais. Ça a fini par me faire tourner en boucle parce que faire de la théorie comme ça, ça me faisait tourner en boucle. Je vais faire une petite aparté juste sur la psychologie. C'est souvent une porte d'entrée, c'est hyper intéressant. Moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent au départ qui ont fait soit que de la psychologie ou en tout cas, ça a été la première chose qui a été faite. Et comme tu dis, c'est intéressant pour vider son sac, mais c'est ce qu'on va appeler beaucoup de décharge émotionnelle. C'est-à-dire qu'on passe par la parole, on passe par les émotions aussi, hein. Ça peut être des larmes à des moments, ou alors il y a des gens aussi qui peuvent tomber dans les rires nerveux, des choses comme ça. En tout cas, ça reste très émotionnel. Et cette décharge-là, elle a un intérêt, mais elle n'est pas complète. La décharge émotionnelle, ça, je peux l'expliquer régulièrement aux clients qui viennent en séance, etc. Si vous voulez, sur les différentes couches qui vont nous composer, l'émotionnel va être à peu près à la troisième couche. Enfin, ça dépend de quel côté on s'en va, mais en tout cas, ça traverse pas jusqu'au physique, jusqu'au plan physique. Donc, il y a quand même des espaces qui ne sont pas nettoyés avec cette décharge émotionnelle-là. Et des fois, si on y va en plus vraiment en force sur cette décharge émotionnelle, si on a vraiment quelqu'un qui cherche cette décharge-là particulièrement, donc il va titiller pour qu'on rentre là-dedans, ça peut des fois carrément faire péter plein de choses alors que c'est pas l'heure de les faire péter. Toi, je suis pas sûre du tout que ça te soit arrivé. Non, pas du tout. En plus, j'avais une praticienne plutôt douce. Hein. Elle était pas, elle cherchait pas nécessairement à me rentrer dedans ou à faire des électrochocs ou quoi que ce soit. C'était vraiment, c'était sous format de discussion où on regardait ce qui me bloquait, on essayait de décortiquer pourquoi ça me bloquait, mais après, c'est pareil, hein, chacun est différent, je pense. Non, mais la douceur, t'as raison, je crois que c'est quelque chose qui est hyper important. Oui, et pas à se retrouver confronté à quelqu'un qui... en plus, chez moi, ça fonctionne pas, ça. Mais si je me sens accolée au mur et dans l'obligation de parler de quelque chose ou de sortir quelque chose alors que c'est pas mûr. Voilà, alors que c'est pas le moment, moi, ça va me mettre dans un inconfort et ça va pas être bénéfique. Donc, ça bloque. Moi, j'ai souvent c'est cette impression que ça donne, je trouve que ça bloque et en fait, la personne se renferme et du coup, elle sort plus rien, quoi. Ça met en non-confiance face aux praticiens. C'est ça. Et l'hypnose? L'hypnose, ça a été intéressant parce que ça m'a permis d'aller sur des choses où j'aurais pas été nécessairement comme ça au premier... Enfin, en tout cas, je pensais que mes problèmes venaient d'un coin et en fait, le fait d'avoir fait des séances d'hypnose
sur des thématiques qu'à la base je pensais pas être problématiques, bah, ça m'a amené à voir que oui, effectivement, il y avait quand même des terrains problématiques que j'ignorais un peu avec des formes d'œillères. Donc ça m'a permis d'ouvrir et de toucher à quelque chose de plus inconscient d'hypnose. Et pareil, c'était quelqu'un de très doux. Donc il y avait... elle m'a jamais amené à des parties, même sous hypnose, hein, des parties dont on n'avait pas parlé avant et dont j'avais pas envie... à des endroits où j'avais pas envie d'aller, quoi. Ouais. Okay. Donc c'était des séances d'hypnose très douces. Ça ressemble beaucoup à... J'ai été surprise, moi, parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à de la visualisation, finalement. À ce qu'on peut faire en visualisation. Ouais. Alors, tu sens que tu as cet état un peu... comment dire groggy. J'en ai jamais fait, moi, je sais pas, mais... L'hypnose, c'est quelque chose qui vient chercher vraiment à prendre un état modifié de conscience. Là où... ce que je vais vous proposer, moi, en médite, ou tout ce travail-là, même pendant les séances, c'est pas un état modifié de conscience. Ben, là, c'est étrange parce que, comment te dire, je sentais pas que je perdais le contrôle totalement. Effectivement, ben, y a des trucs où... c'est tout bête, hein, mais la première séance, elle m'a dit, vous pouvez commencer les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et moi, comme je suis un peu têtue et qu'il faut que je vois les choses pour y croire, je me suis dit, elle veut m'hypnotiser, je vais commencer les yeux ouverts. Fixer un point, ok, je fixe le point. Et là, je me dis, mes yeux, ils sont lourds, j'ai du mal à les tenir ouverts. Donc, en fait, j'ai forcé un peu, j'ai lutté un peu. Et puis, en fait, elle m'a dit, les yeux vont se fermer. Et pouf, mes yeux sont fermés tout seuls. Et là, je me suis dit, ok, c'est bête, mais pour moi, ça a été un truc de confiance. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas une charlatan, entre guillemets. Il y a vraiment, j'ai pu le vérifier. Et du coup, je me suis laissée faire, entre guillemets. Mais j'ai eu besoin de ce truc-là, un peu de test d'abord. Avant de lâcher. Donc, si il y a une forme de contrôle et on sent qu'on est un peu dans les pas, c'est pas dans les vapes parce que quand même pendant toute la séance on est conscient de ce qui se passe et on a bien conscience de ce qui se passe, mais tu sens que t'es dans une forme d'état second quand même. Ouais, ok. Sans que ce soit hyper dérangeant. C'est peut-être moi ce que je pourrais retrouver un peu dans les méditations quand j'arrive à être dans une méditation un peu profonde maintenant. Ouais, c'est pour ça un peu que ce même état-là. C'est pour ça que je disais que ce que je propose, c'est pas nécessairement des états modifiés de conscience, mais ça peut donner cette impression-là au départ. En fait, on médite au bout d'un moment sur le type d'exercice que je peux vous amener à faire sur les ateliers ou que ce soit en séance. L'idée, c'est qu'en fait, on vient chercher à faire évoluer la conscience, donc à la faire monter en niveau. C'est pas tant chercher à modifier l'état, c'est plutôt accéder à des plans et des sous-plans de nous-mêmes et de ce qui nous entoure, auxquels on n'a pas accès en fait quand on est juste branché là au réel, on va dire ça comme ça. Et en fait, le but à terme de tous ces exercices-là, c'est de permettre à la conscience de pouvoir se projeter plus rapidement dans certains espaces. Mais c'est pas une conscience modifiée en fait. C'est-à-dire que vraiment, moi je le vois aujourd'hui avec les années de pratique. Au départ, ça pouvait donner un peu cette impression de waouh, je suis un peu groggy, ça change un peu ma perception quand je me réveille entre guillemets de la médite, je suis dans un état un peu second. Mais en fait, c'est plutôt cette notion d'être aujourd'hui capable en une fraction de seconde d'être dans 2, 3, 4 espaces en même temps, quoi. Mais ça demande un petit peu de pratique pour le percevoir, mais c'est différent de l'hypnose. Bon, voilà, c'était juste pour faire le petit parallèle. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment t'as continué après la psy et l'hypnose? Après l'hypnose, on a fait quelques séances et effectivement, ce sur quoi on a travaillé, j'ai quand même vu rapidement que ça s'est apaisé. Donc, il y a quand même eu rapidement des résultats, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, après, on a continué, mais beaucoup en séance de psy classique. Ouais. Donc, du blabla. Et il y a un moment donné où je me suis dit, ok, l'hypnose, c'est cool, c'est venu calmer des trucs, mais ça, ces trucs-là, j'avance pas, j'en parle, je tourne en rond. Et du coup, c'est là où on a commencé les séances toutes les deux. Ouais. Et toi, tu m'as parlé du coup Alors, je vais poser ça aussi maintenant, parce que c'est intéressant. Il y a un moment donné, en fait, il y a des gens, ils nous apportent quelque chose. Et c'était bon d'aller les voir.
Et à un moment donné, c'est aussi bon d'arrêter avec n'importe qui. Parce que y a autre chose à faire, il y a autre chose à voir, il y a d'autres pratiques à aller contacter. On a fait, entre guillemets, si ce n'est le tour, on a vu et on a pris ce qui était juste pour nous avec telle personne dans telle pratique. Et c'est bon du coup de changer, d'aller voir quelqu'un d'autre qui va nous apporter autre chose et qui va nous permettre d'évoluer aussi différemment. Et c'est très juste d'avoir aussi à des moments cette capacité de couper avec quelqu'un qu'on va voir, même si des fois ça fait longtemps. Très clairement, cette praticienne, je l'ai consultée, je crois, une petite année quand même. Ouais. Donc, c'était ok, quoi. Et j'ai rien du tout à redire sur les séances qu'on a faites toutes les deux. C'est juste qu'à un moment donné, oui, je sentais qu'il me fallait autre chose. Et donc, toi, tu m'avais parlé des thérapies. Thérapie alternative ? Non, avec le physique. Tu m'avais dit psychocorporel. Voilà, ce mot que je cherchais. Les thérapies psychocorporelles, où tu m'avais dit au bout d'un moment, il faut sortir peut-être du blabla et du mental et aller plus justement vers les thérapies psychocorporelles. Et comme c'est ce que tu fais... Bonjour. Et que t'es ma copine, je me suis dit, bon, allez, là, pour le coup, j'ai pas pris trop de risques, quoi. Je me suis pas trop mouillée. Alors pareil, je le pose, hein. Vous pouvez avoir des potes, vous pouvez être vous-même thérapeute, et on peut vous demander, il y a des proches qui peuvent demander à un moment donné si c'est ok d'être suivi. Ça va être, nous on l'avait posé toutes les deux. Moi j'avais dit c'est ok pour moi de te suivre, mais toi il faut que tu sois d'accord de pouvoir me dire des choses peut-être que tu me dis pas quand on est juste dans notre format classique de copines et qui discutons comme ça. Et ça on se l'était posé, c'est hyper important. Et voilà, si vous avez des potes thérapeutes et que vous avez envie d'être suivi par eux, c'est ok si eux aussi sont ok, mais il faut vraiment le poser pour moi en amont dans ce type de cadre où il y a quand même une proximité au départ qui est pas celle de l'inconnu qu'on va voir pour se faire accompagner. Du thérapeute et du patient. Ouais, et ça, la famille c'est encore plus un peu plus tricky. Moi, je conseillerais pas d'aller voir quelqu'un qui est de notre famille pour être suivi. Et je conseillerais pas de suivre quelqu'un qui est dans notre famille parce que c'est encore des liens qui sont un peu différents. Mais les amis, pour moi, ça peut vraiment passer s'il y a cette discussion et qu'on pose les bases au départ et qu'on se dit ok, dans ce cadre-là, on n'est pas potes. On n'est pas potes et moi, j'adopte pas ma position de pote, j'adopte ma position d'accompagnante. Et toi, t'es pas mon ami, donc me parle pas comme si on était amis entre guillemets. Enfin voilà, c'est il faut que tu me réexpliques les choses du début jusqu'à la fin et pas comme si je connaissais déjà toute l'histoire, quoi. Voilà, ça c'est du coup ce qu'on a fait pour nos petites séances au départ. Du coup, ça a plutôt bien marché, hein, parce que tu brûles des étapes parce que la confiance, elle y était déjà. Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'aller vers ce type de thérapie-là. Je pense que j'aurais pas nécessairement osé si on s'était pas connus. Pas de but en blanc comme ça. Parce que bon, de l'extérieur, ça peut paraître un peu obscur. Et oui, il y a toujours la peur et ça, je pense que tu en parleras plus tard, est-ce que cette personne peut pas me faire plus de mal que de bien, finalement? Parce que tu passes quand même là, du coup, par le physique. Même si mentalement, tu peux faire mal à quelqu'un. C'est vrai qu'il y a ce truc où tu te dis, bon... C'est marrant, mais c'est vrai que je le perçois pas comme ça, mais je crois que je suis tellement dedans que... Mais ouais, je comprends qu'il puisse y avoir cette crainte-là. Moi, c'est un peu cette crainte. Quand t'es en plus déstabilisé, que tu te sens fragile, quand tu te tournes vers quelqu'un qui potentiellement va avoir accès à ton physique et va avoir accès à des choses comme... C'est bizarre parce qu'avec l'hypnose, j'ai pas eu trop peur. C'est étrange d'ailleurs, mais... Oui, t'as toujours ce truc-là de dire, bon, ok, là, à un moment donné, je laisse quand même accès à des choses qui sont autres que juste ma parole. C'est plus du blabla, tu vas plus loin. Donc, j'avais un peu cette crainte-là. Et finalement, le fait de le faire avec une amie, ça aide. Mais bon, là, du coup, dans le choix... Oui, bien sûr. Là, dans la notion de choix, ok. J'ai pas trop eu à choisir. Et la personne, du coup, que tu vas voir maintenant, parce que nous, de toute façon, on s'est arrêté à un moment donné pour... diverses raisons, mais c'était juste aussi que tu ailles contacter quelqu'un hors bulle perso. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, effectivement, je pense que ça m'a aidé parce que sur les premiers temps, c'était cool de le faire avec une amie. Et effectivement, il y a un moment donné, quand même, le lien bien sûr. Amical, il est là, il reste là. Et je pense que c'est bien que tu sois pas ma thérapeute et que je sois pas ta patiente.
On se voit déjà tellement toutes les deux. Mais ouais, puis bon, il y a eu la grossesse, il y a eu plein de choses qui ont fait que du coup, bah voilà, Carrément. il a fallu que j'aille voir ailleurs. Et la personne que je suis actuellement, pareil, je me suis retournée vers Internet et je cherchais quelqu'un plus qui faisait sophrologie, kinésiologie, voilà, de ce genre de pratique-là. Et du coup, pareil, hein, Google, sophrologue Montpellier. Et, T'as fait pareil, les avis. ouais, les avis, alors maintenant il y a des plateformes qui regroupent aussi des thérapeutes. Sur ces plateformes-là, il y a des avis aussi. Ça permet, c'est bête, mais moi ça me bloque toujours le premier contact. Pour moi est très bloquant. Donc en fait, la personne, c'est bête, mais si elle a un calendrier en ligne et que je peux prendre mon rendez-vous un peu en autonomie derrière comme ça, et puis attendre le premier rendez-vous de voir comment ça se passe, pour moi c'est plus simple. Donc maintenant, il y a des plateformes qui permettent de faire ça. Et en fait, j'ai fait ça, j'ai regardé les profils. Son profil à elle me parlait, ça me plaisait. Les avis avaient l'air ok. Et donc tu y es allée. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est quelqu'un que tu continues à voir? Parce que ça fait quelque chose comme donc 2 ans. Qu'est-ce qui fait que tu continues à aller la voir? Qu'est-ce qui, toi, il y a forcément de la confiance quelque part, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu te dis, allez, je continue à y aller? Bah là, c'est plus d'un point de vue personnel. En fait, quand j'ai commencé à la voir, j'allais mieux, mais j'étais quand même dans un truc où il y avait de l'urgence. Il y avait de l'urgence quelque part, il y avait des choses qui étaient vraiment ébranlées et qui allaient pas bien. Et du coup, là, je continue à la voir parce que globalement, ça va. Mais du coup, ça me permet quand même d'aller creuser dans des schémas de pensée, des pensées limitantes, des croyances limitantes. Ça me permet vraiment d'aller décortiquer des trucs qui sont plus attraits à mon quotidien, donc moins dérangeantes. Mais ça me permet de continuer à travailler en fait sur la manière dont je perçois les choses et dont je les vis, quoi. Même si c'est moins des choses dramatiques et hyper dérangeantes et hyper angoissantes. Ça va être une relation, je sais pas, c'est un truc vraiment maintenant banal, mais finalement, dans ces formats, entre guillemets, banals, ben, ça me permet d'aller creuser sur des schémas. Des choses qui se répètent, de me dire, bon, bah, ok, là, quand je suis en conflit dans le cadre de mon travail, je réagis comme ça, pourquoi je réagis comme ça? Enfin, c'est un exemple, hein, c'est pas du tout forcément le cas, mais... Et ce que tu me disais aussi, il me semble, c'est que les séances ne se ressemblent pas. Non. Donc ça donne moins l'impression peut-être de tourner en rond aussi. C'est vrai que pour le coup, de la même manière que toi tu le fais, c'est quelqu'un qui a pas un format de séance préconçu. Il y a des choses, hein, elle ouvre les séances de la même manière. Bon, toi tu fais pareil, tu vois, tu viens poser d'abord le cadre. Et après, en fonction du besoin, il y a des pratiques qui s'adaptent. Alors parfois c'est de la visualisation, parfois c'est des exercices... on a fait un petit exercice de constellation familiale. Elle fait le MDR. En fait, comme elle a plusieurs outils à proposer, bah, en fonction de ton besoin et en fonction avec ce quoi toi tu arrives, bah, elle te propose autre chose. Donc du coup, non, les séances ne ressemblent pas et elle a plusieurs cartes à jouer par rapport à ça. Donc, ok. Et plusieurs propositions et donc ça c'est chouette. Ouais, carrément. Donc si on veut faire une petite conclusion, on pourrait peut-être se dire que pour toi, ce qui a été intéressant dans le choix d'un praticien, donc ça a été les avis au départ, le discours général sur un site internet, et puis après, si j'entends bien, donc le fait que les séances soient évolutives. Moi, j'aime bien dire ça, j'ai marqué ça sur mon site, une séance pour un chemin. Parce qu'effectivement, on est tous un peu différents. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a... La confiance en le praticien? Je pense que tu te sens bien avec cette personne-là. C'est ça. Après, ça je pense que moi, je me sens bien avec cette personne-là. Peut-être que d'autres personnes se sentiront... C'est évident. Et ça, je pense que là-dessus, il faut s'écouter et pas insister. Pour le coup, j'ai pas de contre-exemple parce que je suis jamais tombée sur un thérapeute où je me suis dit, oula, elle... Ah, si. Si, avant d'aller... j'avais fait une consultation en psychologie avant de quitter ou juste après l'avoir quitté. Quand j'ai quitté mon ex, j'avais fait une première consultation et
Alors, soit j'étais pas prête pour continuer, soit vraiment je me suis pas sentie bien, mais en fait j'ai jamais repris rendez-vous. C'était une consultation comme ça, one shot. Et je crois que je m'en souviens vaguement de ça. Ok, bah tu vois, comme quoi il y a des gens avec qui ça matche pas, et donc de toute façon, mais faut pas du chercher coup, midi à 14h. je pense que je me suis pas trop. Enfin, à ce moment-là de ma vie, de toute façon, j'étais à droite, à gauche, je courais partout, j'avais plus vraiment de maison, donc je pense que ça a pas aidé à me poser aussi dans un truc de je prends rendez-vous à tel endroit à tous les temps de. Mais j'ai fait une consultation avec elle et voilà. Bon, c'est le seul petit contre-exemple, Ouais. mais je pense que là-dessus, il faut s'écouter parce qu'en fait, si on se sent pas bien avec Ouais. la personne en face, on va pas se Complètement. livrer complètement. Complètement. Et déjà, même quand on se sent en confiance, enfin, en tout cas pour moi, c'est compliqué Ouais. d'être totalement à nu et à poil devant la personne. Donc, si en plus on se sent pas bien avec elle, c'est contre-productif, quoi. Clairement. Donc oui, il y a ce truc de confiance. Il y a ce truc aussi de. Je pense que ce qui est intéressant, c'est parce que finalement, toutes les praticiennes que j'ai été voir, même la psychologue à la base, avaient cet outil d'hypnose avec elle. Toi, tu avais aussi plusieurs outils et plusieurs choses à proposer. La personne que je vais voir aujourd'hui a plusieurs choses à proposer. Et je pense que ça peut peut-être être aussi, pas un gage de qualité, mais. Non, c'est pas nécessairement un gage de qualité. Mais en tout cas, ça peut démontrer que peut-être la personne a des connaissances de différentes voies, de différentes pratiques, et que ça peut lui donner une ouverture plus large, une lecture plus large de ce que Ça, et peut-être de ce que la personne dépose et a besoin. Une proposition aussi pour la personne en face, plus large aussi. Ouais. Moi, je sais que j'ai apprécié, ce que j'ai apprécié dans tous les praticiens que j'ai été voir, c'était ça. Ok. Le fait qu'on puisse me dire, ah, mais attends, là, t'as tel problème, ah, mais on peut peut-être essayer de faire ça. Et ça, je trouve ça sympa. Carrément. Est-ce que tu vois autre chose que tu pourrais dire là sur ce choix du bon praticien pour soi? Non, je pense que. Tu nous as donné ton expérience perso. Oui. Donc après, ce n'est que mon expérience. Bien sûr, mais elle peut avoir de la valeur pour ceux qui se posent des questions, qui n'ont encore jamais osé sauter le pas. Au contraire, des gens qui se sentent peut-être dans une impasse avec quelqu'un et qui osent pas dire que ils voudraient aller voir quelqu'un d'autre. Déjà, moi, on m'a jamais forcé à reprendre rendez-vous. Ouais, ça c'est important. Et ça c'est hyper important. Généralement, sauf là avec la thérapeute que je vais voir, je pose les rendez-vous. Oui. À la ça fin. parce que c'est toi qui le choisis. Voilà, et tout mais ça, c'est moi qui dis on reprend ouais. rendez-vous. Elle me pose pas la question. Enfin maintenant elle peut me la poser parce que ça fait longtemps qu'on se voit et qu'elle sait que je fonctionne comme ça. Ouais. Moi je préfère fonctionner comme ça parce qu'après j'oublie de prendre rendez-vous et comme c'est quelqu'un qui a un agenda qui est rapidement complet, du coup je me retrouve un peu bloquée après. Mais personne à la fin du rendez-vous m'a dit bon alors on reprend rendez-vous. Et du coup ce genre de questions, ça peut être délicat de dire bah non, là en fait. D'ailleurs, la psychologue que j'allais voir au départ, j'ai juste arrêté de prendre rendez-vous, point barre. J'ai pas eu besoin de m'expliquer ou de me confondre en excuses. Enfin, j'ai pas eu besoin de justifier quoi que ce soit. Et d'ailleurs, elle m'a jamais renoncé, c'est ok, tout va bien. Ouais. Ok. Bon, oui, effectivement, si on a un praticien à la fin qui dit bon bah alors. On reprend rendez-vous. T'as des gens qui vendent des packages aussi. Ouais, mais ça, du coup, c'est peut-être. Je suis désolée s'il y a des gens qui vendent des packages et qui nous écoutent, mais j'avoue, pour moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Pour moi, c'est pas juste. On sait pas combien de temps quelqu'un va souhaiter venir nous voir, combien de temps ça va vraiment prendre pour débloquer quelque chose, et si la personne va être vraiment à l'aise ou pas. Donc c'est vrai que moi, les packages, je dis pas complètement à fuir, quoi, mais ça, c'est vrai que sur le principe. Pour moi, c'est un warning de non, moi, perso, en tout cas, ça m'attire pas. Alors, moi, ce que je vais faire là, du coup, c'est pas, je vais pas tant vous donner mon histoire perso sur du choix de praticien, mais ça va être plutôt d'essayer de donner des grandes lignes. Spoiler alerte, je ne vais pas donner de nom de pratique qu'il faut aller voir ou qu'il ne faut pas aller voir, on n'est pas là pour ça. Mais simplement peut-être donner quelques clés de lecture, des choses comme ça. Je pense que la confiance, déjà, elle est primordiale. On en a déjà, du coup, un petit peu discuté. Mais si on n'est pas en confiance avec la personne qu'on va voir, c'est-à-dire que si à la première séance, vous vous sentez pas à l'aise, qu'il y a un truc où on sent qu'on n'est pas complètement libre de dire ce qu'on a envie de dire, si on sent que la personne, peut-être aussi, peut trop détourner notre propos,
moi je vais gratter. Je sais que je vais gratter, je pose des questions, etc. Mais je le dis, je dis, allez là, je viens titiller un petit peu pour essayer de déterminer qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi, quoi. Ça, en début de séance, je le fais. Parce que même si je pose des questions qui sont des fois complètement à côté de la plaque, la personne, ça lui permet de se poser un petit peu la question de ah attends, est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Ok. Bon maintenant c'est pas juste ou ah oui du coup ça me fait un peu réfléchir et j'y vois autre chose. Donc ça je le fais un peu exprès, mais quelqu'un qui va trop chercher à peut-être détourner le propos, à vous emmener dans ce que lui a envie de vous faire dire et pas ce que vous ressentez, c'est pas ok. Parce que des fois la personne elle peut taper complètement à côté déjà, ou alors peut-être qu'elle tape très très juste, mais pour vous c'est pas encore l'heure. Donc voilà, ça je sais que s'il y a trop d'insistance, peut-être c'est pas hyper juste de voilà, si on n'est pas à l'aise sur ce que la personne peut nous Oui, moi, proposer. à titre d'exemple, je suis arrivée en disant ah bah il s'est passé ça dans mon enfance, mais c'est réglé, c'est ok. Oui, voilà. Et tous mes praticiens m'ont dit ah bon? Je dis, ouais, mais c'est bon, moi je suis en paix avec ça. Et puis en fait, il y a que la praticienne que je viens voir maintenant qui à un moment donné a réussi à me faire prendre conscience sur ben non, ça en fait Et ouais. c'était réglé, mais qu'à moitié en fait c'était juste refoulé quoi, c'était pas réglé. Mais effectivement, il y a aucun praticien qui m'a dit non mais là il faut aller là. Il faut aller là tout de suite. Tout de suite maintenant en fait, elle m'a laissé mariner je crois 7-8 mois avant d'y aller. Oui. 7-8 mois de La chair est plus tendre après pour rentrer dedans. Elle plantait des graines et puis au final il y a une fois où je dis ouais non mais ok vas-y, ok c'est ça, on y va, ok c'est là où il faut aller voir. Mais effectivement pendant longtemps j'ai non c'est et effectivement j'ai eu des praticiens autour qui disaient bon bah ok. Oui, des fois il faut contourner. Voilà, on va faire ce que toi t'as envie là pour le moment et puis. Mais oui, quelqu'un de trop cash, trop rentre dedans. Enfin moi je prône vraiment la douceur dans ce type de boulot-là. Hier, on rentrait avec une copine du stage auquel on était ce week-end et on se disait vraiment ça en fait, c'est que le travail des fois il peut paraître lent parce que y a des choses qui prennent vraiment du temps pour que la terre soit mature pour recevoir certaines infos ou pour laisser éclore d'autres choses quoi. Et ça des fois ça peut être frustrant quand on a envie d'aller hyper bien en 3 séances, mais en fait ça marche pas, ça n'existe pas. Et du coup, il y a vraiment ce truc où à des moments, faut prendre un petit peu son mal en patience, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, et se dire que des fois de prendre le temps c'est bien parce que ça laisse justement les fondations se faire, la stabilité. Moi je dis souvent, on fait les armes avant d'aller au combat. Et avant d'aller dégommer ce qui est vraiment pourri dégueu à l'intérieur, on reprend un petit peu de vitalité, un petit peu de puissance, on se pose dans son centre et puis après on va aller voir ce qui est vraiment un peu dur à confronter peut-être dans sa vie ou à l'intérieur de soi-même. Et c'est vrai que quelqu'un qui va rentrer trop frontalement, c'est peut-être pas toujours la meilleure des options. J'entends qu'il y a des histoires de tempérament et puis qu'on ait envie d'aller vite, etc., mais faut vraiment se poser la question de si c'est juste ou pas. Ça c'est à vous de le sentir. De toute façon, quand vous êtes face à la personne, si c'est ok pour vous ou pas. Mais de toute façon, même les méthodes un peu choc, je pense notamment à l'EMDR, j'en ai fait quelques séances. C'est des méthodes qui sont connues pour être un peu rentre dedans et qui peuvent faire mal à certains moments. Mal dans le sens où oui c'est dur à supporter des fois la dureté de la séance. Les séances sont dures, derrière ça ramasse un petit peu. Moi on m'en a proposé après 6-7 mois de thérapie déjà et en plus de ça, même si c'est des pratiques qui peuvent être vendues comme ça va résoudre tous vos problèmes en 2 minutes, en fait concrètement non, ça vient à un moment donné réaligner un truc de manière un peu magique, oui, mais ça résout pas tout le problème. C'est vraiment ce qu'on se disait hier aussi. C'est que, justement, en fait, des fois, cette lenteur, cette douceur, elle permet de stabiliser des choses et si on cherchait à aller trop vite, on déglinguerait des fois encore plus et en fait, on mettrait encore plus de temps. Et la formule magique de 1, 2 ou 3 séances pour régler un truc, c'est pas vrai. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent être sautées assez rapidement.
Mais c'est pas Oui, en mais 2 quand séances qu'on ouais, règle quand on touche à une des grosse sch problématique à dans ce des cas-là. schémas et à des, pensées enfin, Mmh. à des manières de penser qu'on a depuis qu'on est gamin, en 2 séances, c'est C'est clair. mort. C'est pour ça, le discours un peu magique, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit «Ah moi je vais régler tous tes problèmes en 3 séances», bon, à l'odeur, moi j'ai envie de dire watch out. C'est pas un gage ni de qualité ni d'efficacité, hein. Moi j'ai tendance à me méfier de ce type de discours. Pareil, les gens qui vont vraiment marquer, il y en a quelques-uns quand même, hein, qui marquent ça sur leur site ou dans leur com et tout. Si vous venez en séance avec moi, je vais vous sauver, je vais vous permettre de et en fait la personne elle prend pas du tout en compte l'autre. Ouais. Et elle se place un peu en mode sauveur du coup. Et bon ça clairement pour moi aussi c'est plutôt tendance à fuir quoi. Moi, c'est vrai que ma thérapeute me dit souvent, vous avez fait un beau chemin, vous avez fait un beau Eh travail. ouais. Et il y a quelques fois où ça m'arrive de lui dire merci d'être là. Et souvent sa réponse assez instinctive c'est mais c'est vous qui faites le travail. Ouais bah ouais. Clairement, je suis complètement d'accord parce Et que du je le coup dis souvent oui au ça départ aussi. ça me choquait un peu. Alors elle accompagne. Et du coup Exactement. maintenant je dis merci pour l'accompagnement. Ouais. Donc elle peut plus me remballer dans mon truc, mais effectivement je pense que le boulot il vient. Ouais. Enfin c'est un travail à deux quoi. Ben, on est accompagnant, on n'est pas guérisseur, on n'est pas sauveur, on n'est pas la personne Dieu tout-puissant, on n'est pas ça en fait. On est la personne qui accompagne, c'est-à-dire ok, bah, ta tête démon, c'est toi qui vas les dégommer, c'est pas moi qui vais faire le taf à ta place. Parce que pareil, quelqu'un qui dit qu'il va faire le taf à votre place, peut-être qu'il va bien le faire, hein, mais vous aurez rien appris. Donc pareil, il y a aussi moi des trucs comme ça où selon les discours ou des fois même des pratiques, c'est intéressant d'aller voir des gens qui vont vous autonomiser, qui vont vous donner des clés, des exercices, des choses à faire dans votre quotidien qui vont être applicables. Parce que il y a un moment donné, aller voir quelqu'un en one-to-one, c'est intéressant, mais faut peut-être réussir à en sortir aussi. Et ça, on peut vraiment bien en sortir à partir du moment donné où on a assez de clés dans son quotidien, où on est assez stable pour que on n'ait plus besoin tous les mois peut-être d'aller voir quelqu'un. Et on fait d'autres choses, on fait des retraites, on fait des ateliers, on va peut-être contacter le groupe un peu plus parce que le groupe fait bouger différemment. Mais voilà, quelqu'un qui va faire le taf pour vous et qui va rien vous donner en plus, c'est peut-être, à mon sens, pour moi, c'est dommage. Ça veut pas dire que c'est un bon ou mauvais praticien, mais pour moi, ça c'est dommage. Oui, pour l'évolution personnelle. Ouais, complètement. Pour vraiment, voilà, c'est à nous de faire le job pour nous. Donc à partir de ce moment-là, c'est intéressant d'aller voir des gens qui vont vraiment bosser dans ce sens-là avec nous, quoi, tout simplement. Après, je vais faire un warning ou en tout cas une petite pancarte, une note, vous appelez ça comme vous voulez, mais ne pas se laisser avoir par toutes les pratiques à la mode. En ce moment, le Reiki commence à un petit peu passer de mode. C'est plus le Lao Chi maintenant. Il y a le breathwork qui prend vachement d'ampleur, tout ça. J'ai rien contre ces méthodes-là. C'est pas ça la question. Comme je l'ai dit, je suis pas là pour dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que quelqu'un fait un truc à la mode que ça va être bien. Il y a souvent quand il y a des pratiques comme ça là, qui prennent pendant quelques années un peu la lumière. On a tendance à, dans le grand public, pouvoir se dire waouh, mais du coup c'est génial, ça va être trop bien, ça veut dire que ça marche pour tout le monde, etc., etc. C'est pas le cas, parce qu'en fait, ce qui va faire la grosse différence dans ce type de séance-là, alors il va y avoir un petit peu la pratique, ok, mais il va y avoir surtout le praticien. Si on a un praticien qui fait le taf, qui prend le temps de bosser sur lui, de vraiment régler ses tendances, de vraiment augmenter son niveau de conscience, qui cherche à vraiment vibrer plus haut, ouais, là, il va y avoir quelque chose. Mais si on prend quelqu'un qui a juste fait 3 jours de formation pour apprendre à faire ça et ça et ça, pardon, vous m'entendez pas en podcast, mais je viens de faire juste des mouvements un peu protocolaires avec mes mains. C'est juste qu'il y a ce truc où en fait sa vibration, si ce n'est qu'elle est nulle dans le sens 0, ça fera pas, c'est pas ça qui va faire que ça fonctionne, quoi. C'est pas la technique qui fait que ça marche, c'est la vibration de la personne. C'est vraiment valable en énergétique. Surtout aussi, je pense qu'un psy qui fait pas le taf derrière, ça se sent très clairement en séance.
Mais vraiment, en plus, en énergétique, c'est encore plus palpable, quoi. Et on le dit d'ailleurs, hein, des mecs qui font vraiment le job. Au bout d'un moment, il y en a certains, tu vas les voir, ils ont même pas besoin de te toucher ou de te parler pour qu'en fait ça commence déjà à infuser. Parce que juste dans les échanges, on va dire auriques ou en tout cas vibratoires, énergétiques, la personne elle vient nous nourrir. On se pose à côté, on est juste bien à côté de cette personne et voilà. On va dire que le curatif, le bon, le doux, le beau, l'amour, ça circule et juste parce que dans sa présence elle est tellement là que ça fait le taf, quoi. Donc il y a vraiment ce truc de la technique. Vous pouvez aller voir un petit peu ce qui s'y passe, quoi, mais ne vous y attachez pas. Attachez-vous plutôt à la personne que vous allez voir, à son discours, à ce qu'elle dégage, à ce qu'elle vous propose. Voyez si elle est bienveillante. Putain, qu'est-ce que c'est important, la bienveillance. La bienveillance, la douceur, c'est des choses qui sont hyper puissantes. Et vraiment, en fait, il n'y a pas peut-être beaucoup plus de choses à dire que ça. C'est vraiment ce truc de la confiance que vous allez pouvoir placer en l'autre. Et ça se passe effectivement sur un petit discours au départ qu'on peut lire sur un site ou sur des réseaux, ce genre de choses. Mais après, il faut tester sur une première séance et puis voir si ça vous convient ou pas, quoi. Je pense que généralement, sur 2 séances max, on sait si ça Ouais. le fait ou pas, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc moi j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette notion du bon praticien, si ce n'est être sûr d'aller contacter quelqu'un qui nous veut du bien. Donc méfiance sur tous les discours un petit peu manipulateurs, il y en a. Et puis méfiance sur quelqu'un qui voudrait trop forcer un peu. Mais ouais, fiez-vous plutôt à la vibration et à la fréquence. C'est-à-dire si vous sentez que la personne elle est dans un espace de bonté quand elle vous reçoit, ben, normalement c'est bon, quoi. Ça veut dire que le cœur est activé et dans ce cas-là c'est ok, quoi. Ouais. Mais chacun son expérience après, et donc comme tu le disais tout à l'heure, un praticien qui aura chez quelqu'un de super effets, enfin de super effets, c'est pas comme ça que je devrais le dire, mais pour qui une personne qui va avoir quelqu'un qui dit waouh c'est super, c'est trop bien, c'est quelqu'un qui me fait vraiment évoluer, etc. Quelqu'un d'autre va aller voir cette personne-là et ça aura pas les mêmes effets. Ben non, on n'est pas tous pareils et tout ça. Donc une méthode, une personne peut convenir à quelqu'un mais pas à quelqu'un d'autre. Et si je voulais dire ça aussi, des fois on peut se dire qu'on va voir quelqu'un mais puis ça marche pas, ça fait rien, ça bouge pas, on sent pas de différence, puis on va revoir quelqu'un, puis pareil, puis on va revoir quelqu'un et là hop il y a un truc qui se met en mouvement. Bon, sortez un petit peu là de l'impression que c'est la dernière personne que vous êtes allé voir qui a fait bouger les choses. C'est pas dit. Enfin, bien sûr qu'elle a permis de continuer le travail, mais vous avez déjà vu du monde avant. Et donc il y a déjà des choses qui ont donc été enclenchées. Voilà, ce que je voulais dire, c'est simplement pas se fier uniquement en se disant bah tous les autres avant c'était des nuls ou des tocards ou ils ont servi à rien. Non, c'est pas vrai. Ils ont activé des choses et après bah c'est juste peut-être là sur la troisième personne que ça se débloque vraiment. Mais voilà, on peut aussi faire ce petit. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, moi je remarque quand même que c'est des processus qui sont longs. Ouais. Et le nombre de fois où je suis arrivée en séance en disant bon, j'ai encore ça qui me tombe sur le coin du nez, ça m'énerve. Ouais. Je pensais qu'on l'avait réglé ça il y a 6 mois. Mais non, mais ça. Et en fait, c'est des mécanismes, des trucs qui reviennent et à chaque fois, regarde. Je crois qu'on en avait déjà parlé. On va y retourner. Quand t'as des choses de ta vie qui reviennent comme ça, souvent c'est le cas des traumas et des grosses névroses, c'est qu'en fait t'as plein de plans de toi-même qui sont impactés. Et quand tu t'attelles vraiment à nettoyer ça au départ, tu viens vraiment nettoyer, j'ai envie de dire, voire les plans principaux. Mais ça veut pas dire qu'en avançant dans la vie, à un moment donné, ça va pas se réveiller à nouveau. Mais c'est juste qu'en fait, ce sont d'autres plans de toi-même qui n'étaient peut-être pas accessibles à ce moment-là, ou qui n'étaient pas réveillés, activés, qui là reviennent titiller. Mais on repart pas de zéro quand on sent quelque chose qui a soi-disant déjà été travaillé. On repart pas de zéro. Non, on continue par contre à le dégager, quoi. Bon, après, généralement, ça revient titiller d'une autre manière ou de manière moins forte, donc tu sens quand même qu'il y a une évolution.
Mais effectivement, c'était juste pour dire que les processus parfois sont longs et très longs. Puis parfois, hop, ça disparaît pendant quelques temps et hop, ça revient. Donc effectivement, c'était plus pour soutenir ce que tu disais. C'est pas forcément parce qu'on a changé de praticien que, paf, d'un coup, les choses bougent. C'est juste que parfois les choses, elles mettent longtemps à bouger. C'est clair. Et que c'est quand même des processus qui sont longs. Ouais, donc ne vous découragez pas. Continuez à travailler sur vous-même, ça va bien se passer. Et en tout cas, merci pour nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas, selon les plateformes par lesquelles vous nous écoutez, à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Tout ça, c'est du soutien pour le podcast et le travail qu'on fait derrière. Donc, merci encore. Et puis, on relancera un sondage. Allez, pour le thème de la prochaine fois. Allez, on fait ça. Merci encore et à bientôt. À très vite.